Alors, donc on est honoré de recevoir aujourd'hui Jacques Expert pour son, j'ai compté le 15e roman Ouais, déjà, donc le je suis 22e livre en plus. Amélie Langlais, voilà, chez Calman Lévy, qui est sorti Ouais, le 15 mai. ouais, Donc, alors pour vous présenter, mais peut-être que les personnes vous connaissent déjà, donc vous avez été successivement grand reporter à France Inter puis à France Info. Donc vous avez couvert pas mal d'affaires judiciaires, notamment l'affaire Grégory. ouais. C'était à vos débuts. Et Ouais. puis vous avez été aussi directeur des magazines de M6, directeur des programmes de Paris Première puis de RTL. Et maintenant, depuis 2018, vous vous consacrez entièrement à l'écriture. Voilà, Voilà, mais c'est vous mieux. écriviez toujours, même en étant journaliste, vous écriviez aussi, en parallèle de votre C'est-à-dire, en carrière. fait, je vais faire assez vite quand même. Donc, j'avais 22 livres. Donc, avant, j'ai fait un premier roman qui était en 2008 qui s'appelle La femme du monstre, qui est un roman que personnellement j'aime beaucoup. Si un jour vous le voyez dans une solderie, achetez-le. Comment? Voilà. Hein. Donc voilà. C'est connu comme Et, ça. C'est comment le titre? La femme du La monstre. femme du monstre. Femme d'une Ouais. Et si vous voulez, moi, d'après ma mère, déjà tout petit, je voulais être journaliste. Et j'ai eu la chance de devenir, le hasard a voulu, enfin je vous passe les détails, que je sois journaliste à France Inter. Je suis rentré en 84 à France Inter, en mai 84, donc il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans maintenant, le temps passe. Et, euh, et le hasard d'ailleurs parce que parfois il y a des hasards incroyables, c'est qu'il y avait, donc en octobre 84, il y a eu l'affaire Villemain du petit Grégory, le 16 Oui, octobre. oui. Et à l'époque, Radio France avait des correspondants dans la France entière. Il y avait un correspondant à Strasbourg qui s'appelait Christian Bex, ça je ne bénirai jamais son nom, qui a dit à la rédaction en chef qu'il a appelé pour aller à Épinal, il a dit non, j'y vais pas, je ne me déplace pas pour les petites affaires. Oui. Donc, Du nez. il a manqué un peu de flair journalistique. Et effectivement, le jeune journaliste que j'étais à l'époque et qui passait dans le couloir, il a été appelé et on l'a mis dans une voiture de France Inter et j'ai pris la route, l'autoroute pour aller, et après la route pour aller à Épinal. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé le 17, le lendemain, à l'entrée de l'épanche de Bologne. Je m'en souviendrai toujours, je vous donne ce détail parce que ça, on y reviendra tout à l'heure, sur le fait que j'écris assez vite. Parce que quand on fait de la radio, on écrit très vite. Pratiquement, on écrit un papier radio, parce que vous entendez, c'est toujours écrit, quasiment à la vitesse de la parole. C'est-à-dire un papier d'une minute 15, je l'écrivais en 1:30 max. Et donc, c'est pour ça que quand je suis arrivé à l'épanche sur Bologne, je me suis arrêté, il y avait le panneau l'épanche sur Bologne, il y avait une station-service. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc je fonce à la station-service pour savoir s'ils me prêtent le téléphone. Donc il était 19h moins 5. Ils me prêtent, ils me disent OK, vous pouvez téléphoner. Donc j'appelle Paris. Ils me lisent les dépêches AFP. Moi je ne savais rien sur l'affaire. Et ils me lisent les dépêches. Et en même temps qu'ils me lisent, j'écris le papier. Et à 19h, j'ai fait le début du journal de Patrice Bertin. Il s'appelait Patrice Bertin, le présentateur à l'époque. Donc vous voyez, pour vous dire qu'on écrit vite, et tout ça, donc on va sauter les années pour vous dire qu'un roman, je mets à peu près 6 mois à le faire. C'est fini, c'est-à-dire je mets 4 mois à l'écrire et après il y a 2 mois de retravail, en gros. Et, et même à l'époque où mon premier roman, donc La femme du monstre, est sorti en 2008, à l'époque j'étais directeur donc, des programmes de Paris Première. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. Et c'est quand même du boulot. Et après j'étais directeur des programmes d'RTL où c'est encore plus de boulot. Je peux vous dire, j'ai écrit aucune ligne au travail. J'ai même jamais relu de. Jamais. Donc, pour vous dire que je travaillais que le week-end. Pas le matin, pas le soir parce que j'aime pas. C'est comme ça. Et j'écris vite. J'écris sans plan, je fais pas de plan. Donc, dans aucun, sauf le dernier, sauf celui-là, parce que celui-là est quand même pas particulier. Et je connais pas la fin. Mais en revanche, quand je me mets devant l'ordinateur, j'hésite pas. Alors on va revenir donc à 2008, où je suis donc à Paris Première, et je voulais faire un livre sur les femmes de monstres.
Donc je voulais rencontrer des femmes de monstres. Alors c'est quoi un monstre? On sait ce que c'est. On imagine un pédophile, un serial violeur ou éventuellement un serial killer, enfin, ou quelqu'un qui fait de l'inceste dans sa propre famille. Mais je voulais avoir le regard de la femme sur cet homme-là et pas le regard de la femme complice comme pouvait être, comme l'était Monique Fourniret avec son mari qui l'aidait à trouver des proies. Moi ce que je voulais c'est un couple ordinaire avec des enfants, des crédits, une maison, des amis, des vacances, enfin là, une vie ordinaire, et le mari est un monstre. Et donc, et je voulais pas faire un roman, je voulais faire un essai. Donc j'en ai rencontré, à l'époque, je me souviens, j'en ai rencontré 3, j'ai rencontré des psys, j'ai 5 mois d'enquête sur le sujet, j'ai rencontré des psys, des avocats, etc. Et de la documentation que j'ai fait, j'en ai écrit un roman qui s'appelle donc La femme du monstre, et que j'ai écrit tout seul, j'avais pas de, j'ai écrit de mon côté sans éditeur, et je l'ai envoyé à une éditrice que je connaissais qui s'appelait Anne Carrière, et dont je l'ai envoyé, Anne, on avait parlé de La femme du monstre, etc. Et vous m'aviez dit que jamais j'arriverais à faire un essai dessus, parce que effectivement c'est compliqué, quoi. On ne peut pas arriver en disant bonjour madame, vous êtes la femme d'un monstre, et au revoir madame, quoi. Donc c'est pas aussi simple que ça, donc il faut du temps, etc. Je sais faire pour convaincre. Pour les journalistes, on sait à peu près faire, mais il fallait du temps. Il fallait que j'arrête de bosser au moins pendant 1 an pour faire ce livre. Et donc, de ma documentation, j'en ai fait un roman qui s'appelle La femme du monstre. J'avais d'ailleurs rencontré à l'époque la femme d'un type qui s'appelait Van Geloven, comme un nom belge, mais qui était français, qui était représentant, qui était VRP qui était VRP dans les années 90. Et il habitait à Montpellier, donc pas très loin d'ici. Et si vous allez sur Wikipédia, vous tapez Van Geloven, vous savez son nom. Et donc pareil, c'était le meilleur VRP, son patron l'adorait, etc. Et il a enlevé 2 petites filles, qu'il a séquestrées, comme il était VRP, et aussi à l'époque il n'y avait pas des portables, donc on ne savait pas où il était. Donc il les a séquestrées dans un appartement qu'un copain lui a donné à la Grande Motte. Et ensuite, il a jeté leurs cadavres dans le Larzac. Et j'avais rencontré notamment la femme de Van Geloven, c'est une des rares femmes de monstres que j'ai rencontrées. Et ça, je m'en souviens toujours aujourd'hui. Ça m'a dit, vous savez, je l'aime toujours, malgré ce qu'il a fait. Mais vous savez, dans le registre femme de monstres, je ne sais pas si vous avez vu la série Sombre à la télévision, ou si vous avez lu le livre Sombre, qui est un livre excellent, qui est l'histoire d'un type qui s'appelle Dino Scala, qui a été condamné en 2022 à 20 ans de réclusion, dont les 2 tiers incompressibles. Parce qu'en matière de viol, quand il n'y a pas meurtre, la peine maximale c'est 20 ans, c'est comme ça. Et ce type-là a été condamné pour 54 viols qui ont été commis en 30 ans. Et on estime, parce qu'il y a beaucoup qui ont été prescrits, enfin, etc., on estime qu'il en a commis une centaine à peu près, entre 80 et 100. Mais en tout cas, il a été condamné pour 54 viols. Et là, il va être rejugé d'ailleurs bientôt pour 3 viols supplémentaires. Enfin, et sa femme, de Dino Scala, qui est quand même 54 viols, enfin, c'est quand même normalement un couple explose, bien sa femme continue à aller le voir en prison tous les samedis. Elle lui porte son linge propre, ce qu'on dit c'est vrai, elle porte son linge propre, et elle repart avec son linge sale. Et elle se fait pourrir quand c'est pas bien repassé. Oui, c'est normal, mais pas étranglé. donc je m'intéressais, et donc c'est comme ça que j'ai tout ça pour en arriver à ce premier roman qui s'appelle La femme du monstre. Et c'est vrai que quand on fait des romans, c'est mieux que faire des essais. Après, j'avais fait un essai sur la prison, sur l'Europe de l'Est, etc. Enfin, sur même les Jeux Olympiques d'Atlanta, et sur des portraits de grands criminels, des trucs comme ça. Enfin, mais faire un roman, c'est mieux. On n'est pas obligé de vérifier, c'est nous qui choisissons l'heure du crime. Alors que si on fait un essai, il faut être sûr que c'est bien à 22h22 qu'il a tué. Nous, on s'en fout quand on fait je caricature un peu, mais c'est un espace de liberté, un roman oui, c'est un vrai espace de liberté qui laisse aller à son imagination. Surtout comme moi, on ne fait pas de plan, on ne connaît pas la fin, et que quand on est devant l'ordinateur, on n'a pas une seule seconde d'hésitation. J'attaque.
Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah ouais, donc Voilà. vous vous surprenez vous-même et Ouais. comme les lecteurs. Ouais, parfois, après, objectivement, c'est un peu risqué de ne pas, pas faire de plan. Ça peut être risqué. Ouais, Parce parce que que vous ne savez pas où vous allez. dans, dans tous, la fin, c'est pas quand on écrit la fin que la fin arrive, hein, quand même. La fin s'impose petit à petit au fur et à mesure on écrit, on se dit c'est comme ça. Je ne reviens pas en arrière. Ce n'est qu'une fois que j'ai terminé, que j'ai fait ma fin, donc que je fais en sorte que l'histoire soit cohérente avec la fin. Je retravaille un peu dans ce sens-là. Mais je ne retravaille pas quand j'ai trouvé ma fin. La seule fois où je ne trouvais pas la fin, c'est un roman qui s'appelait Adieu, qui s'appelle toujours Adieu. On ne dit pas adieu pour l'instant, donc ne partez pas. On ne dit pas adieu, hein, c'est le nom du roman. Et, et là, je ne trouvais pas la fin. La mécanique de fin. Vraiment, c'était un truc. Et j'écrivais en même temps, donc j'avançais dans mon truc sans savoir comment ça allait finir. Et c'est un peu une caricature, mais c'est vrai, c'est vraiment en m'endormant le soir que j'ai trouvé la fin. C'est vraiment le truc, coup de bol. Donc j'ai noté tout de suite, je me suis levé et j'ai noté ma fin, parce que parfois on a une idée le soir et le matin on s'en souvient pas. Donc j'ai noté et j'ai trouvé la fin, qui était une bonne fin en fait, sur ce roman-là. Mais sinon, j'ai pas spécialement d'angoisse de ne pas trouver la fin. Je sais que ça vient. La seule fois où j'ai fait un plan, c'est dans celui-là, là, le dernier. Parce que comme j'ai écrit avec un copain, et que là on est obligé on est obligé d'avoir une structure, puisque on a écrit chacun en gros la moitié de ça. Lui écrit, donc on a fait un plan, on a travaillé pendant 15 jours ensemble pour faire notre plan, jusqu'à la fin, avec une fin. Et lui a écrit la première partie. Pendant qu'il écrivait la première partie, on avait un plan, moi j'écrivais la seconde. Après on a échangé, j'ai relu sa première partie, j'ai modifié, enfin on a fait 4 allers-retours comme ça, et il y a des choses qu'on modifie en fait, on n'a pas, c'est pas une, mais en gros c'est 95% du plan, sauf la fin justement, où là on a changé notre fin. On n'a pas fait la fin qu'on avait décidé au départ, on a fait une autre fin qui est mieux. Je crois. C'est vrai qu'elle est surprenante. Hein. Pardon ? Elle est surprenante en tout cas. Oui, oui, voilà. On la voulait surprenante et Ouais. donc voilà, c'était le. Donc c'est un. Mais par exemple, j'ai déjà écrit, j'ai fini même. Et là, je suis dans la partie où je fais l'échange avec l'éditeur. J'ai déjà écrit le livre tout seul qui sortira l'année prochaine. D'accord. Donc je suis en vacances maintenant. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est les vacances. Là, en revanche, pareil, je connaissais la fin, mais vraiment venu vers la fin. Pratiquement, on a 3 chapitres de la fin, j'ai trouvé une fin assez originale. Mais bon, vous savez, quand je travaillais, ça prend de l'énergie quand même. Directeur, moi j'étais directeur des programmes de RTL pendant 6 ans. C'est du boulot, c'est des soucis. Et malgré tout, j'écrivais. Et si je dis ça, tout simplement, c'est que si c'était pas un plaisir, j'aurais pas fait. Je vous assure, hein, parce que c'est, même si c'est quand même un peu de boulot quand même. Au moins de taper à la machine, il faut que les doigts fonctionnent. Donc, objectivement, c'est un investissement personnel. Et si j'aimais pas ça, j'aurais pas fait. C'est vraiment, je peux rien, c'est un plaisir. Je ne sais pas si c'est un plaisir de lecteur, mais c'est un plaisir d'auteur en tout cas. Donc c'est très égoïste de ce que je dis là, mais c'est vrai. Ça me plaît. Donc voilà, ça me plaît. Alors, Philippe Balland, c'est un ami à vous, un journaliste. Oui, Vous l'avez connu comment et comment Bon, cette idée d'écrire à deux on est s'est venue? connus à Radio France avec Philippe, donc il y a longtemps. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un éditeur qui s'appelait André Balland. Oui, Oui, Balland, bien Donc sûr. c'est son fils. D'accord. C'est le fils d'André Balland, donc il a vraiment. Donc il est un peu comme moi, il a fait des essais et il a fait des romans, mais pas des polars jusqu'à présent. Il avait fait notamment un livre qui s'appelait Une affaire de goût. Je ne sais
pas si ça vous dit quelque chose, ce titre-là. Ça avait donné un film qui film, avait été oui. réalisé Mm. par Bernard Rapp, Ah oui. Ah oui. avec Bernard Giraudot, je ne sais pas si, oui, voilà, oui. je sais pas si Bien sûr, ça ouais. vous dit. Donc, c'est lui qui avait écrit le roman qui avait été adapté D'accord. par Bernard Rapp. Donc il a fait 3 ou 4 romans. Et, et, euh, et en fait, avec lui, euh, on, on travaille tous les deux, mais c'est venu un peu comme ça dans la discussion pour UGC. Et on écrit pour eux ce qu'on appelle des bibles de fiction. Alors, une bible, c'est en gros c'est une trentaine de pages en quantité, 30 à 40 pages, où le cadre est défini, où les personnages sont bien détaillés et où l'histoire est racontée dans ses grandes lignes, sur une vingtaine de pages à peu près. C'est ça une bible. Philippe et moi, on ne veut surtout pas écrire de scénario. Ça paraît bizarre, mais on ne veut pas. Parce que, je vous assure, Et c'est alors, trop. ouais. Philippe, il a été notamment directeur des programmes aussi de TF1 à un moment. Donc, il a aussi une expérience télé Oui. assez importante. Il a été numéro 2 ou numéro 3 de TF1 pendant un moment. Et j'étais de l'autre côté, quand j'étais directeur des magazines, ou même quand j'étais à Paris Première, même si c'est une petite chaîne. Et je me mets dans la peau de ceux qui étaient en face de moi, et je devais être chiant. Et je vous assure, on a fait quelques réunions, notamment avec TF1, c'était insupportable. Parce que, oui, mais là, non, ça commence toujours, c'est super ce que vous avez fait. Franchement, c'est vachement bien. Mais, voilà, alors après, on le met. Donc tout est bien, bien sûr, mais alors, la liste des trucs qui vont pas, c'est interminable. Et il y a un adjectif que je ne supporte pas, c'est quand, parce qu'en plus, c'est pas forcément des gens, c'est pas des lumières, quoi. Enfin, c'est pas des nuls, hein, mais c'est pas non plus, on n'est pas à genoux devant le génie de ceux. C'est vachement bien, hein, mais c'est pas assez concernant. Concernant. Alors ça, le nombre de fois que j'ai entendu ça, et depuis qu'on a entendu concernant, Oh là là. on ne veut plus. Parce que ça veut rien dire en fait. Je vous assure, c'est un truc qui veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire concernant? Donc il faut concerner la ménagère, le machin, il y a tellement de gens. Donc, alors que c'est relativement concernant. On pense que c'est concernant, mais ils disent ouais, c'est vachement bien. Hein. Je vous assure, et sur des points de détail. C'est plus Oui, alors, concernant. le héros, Mais c'est vachement bien, mais il faudrait que ce soit une héroïne. C'est mieux si c'est une femme. Ah ben, parce que là, ça change tout. Quoi. Donc, Ouais, il faut avoir une carapace. Donc, avec des gens voilà. comme ça, ouais. et donc, avec Philippe, on rend notre copie à UGC, qui est notre seul interlocuteur, avec qui ça se passe très bien. Donc, on a fait à peu près 6 ou. Là, on en a rendu une la semaine dernière, encore. 6 ou 7 projets de fiction pour eux. Et après, ils se démerdent. Vraiment, on veut pas. Parce que c'est vraiment minant, quoi. Et on n'a pas envie, justement, autant lui que moi, on veut pas on veut pas s'emmerder, comme on dit. Quoi, parce qu'il fallait être un peu clair. Donc, on laisse, on les laisse eux entendre le mot, c'est pas concernant. Nous, on ne veut plus l'entendre. Voilà, c'est notre histoire. Voilà. Mais, alors, écrire un livre, c'est quand même pas écrire une Bible. Parce que, d'abord, étrangement, alors qu'on fait en gros en quantité la moitié la moitié, puisqu'on s'est partagé le truc, c'est plus de boulot à deux que tout seul. Bizarrement. Ça, je vois, parce que moi, j'écris que des livres tout seul, donc je vois ce que c'est. Et à deux, là, on a mis plus de temps, on a mis presque 9 mois à le faire, celui-là. C'est plus de. Parce que je sais pas, il y a tellement d'allers-retours, puis. Vraiment, on s'entend bien, mais il y a une espèce de petit challenge, c'est-à-dire, et puis, c'est jamais assez bien, enfin, je sais pas comment dire, mais on a vraiment plus travaillé là, enfin, moi j'ai plus, et lui aussi, plus travaillé là, que moi sur un seul de mes livres. Donc ça, Il y a des désaccords entre vous de temps en temps? Est-ce qu'il y a des désaccords entre vous? Est-ce que? Des désaccords entre vous? Ben, oui, il y en a, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que ça s'est très bien passé entre lui. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu un nuage sur nos relations.
D'accord. On est, ça s'est vraiment très bien passé. Alors effectivement, il y a forcément des désaccords sur Le personnage. mais malgré tout, il n'y en a pas tellement, parce que comme on avait fait le plan avant, Hmm. les désaccords sont vraiment sur des détails, quoi, vous voyez. Et moi, et lui aussi, on n'a pas tellement d'ego, c'est-à-dire si on écrit un truc et s'il le change, bon, ça m'est égal. Vraiment. C'est comme ça, et, et souvent, c'est même après, si on n'est pas d'accord, on peut pas être d'accord. Donc on en discute et puis on s'accorde sur la meilleure des solutions. Mais vraiment, ça s'est passé très. Je pense que c'est ça qui est quand même pour moi, je dirais, le plus important, c'est que ça s'est passé très. À la limite, presque l'amitié a été renforcée par cette expérience, par ce travail-là. Donc ça, pour moi, c'est essentiel, hein, vraiment. J'ai un certain culte pour l'amitié, et là, c'est bon. Donc on ne s'est pas fâché. Ça a été fluide. C'était une belle expérience, franchement, c'était super. Donc, vous êtes fasciné par les faits divers, et Non. donc, oui, voilà, mais attendez, je vais vous préciser. Non. Ce qui vous intéresse, c'est plus les Voilà. criminels que les crimes. Et Oui, alors, le non, passage à l'acte. il y a un mot qui ne va pas, c'est fasciné. Oui. Parce que Bon. je suis Une pas appétence. fasciné. Une Non, c'est une. Voilà. Non, c'est vrai que j'ai une appétence. C'est-à-dire, dans un journal, je vais m'arrêter aux histoires de faits divers. Enfin, c'est souvent, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la réalité dépasse la fiction. Parfois, on lit des histoires C'est qui vrai. sont, il y a matière. qui dépassent l'imaginaire sur les relations entre les gens. Et c'est vrai que c'est pas le crime qui m'intéresse, c'est, comme vous le disiez, c'est davantage le criminel. C'est-à-dire ce criminel dans la tête. Alors j'ai une théorie que vous allez partager, hein, aussi vous, que moi, que vous, madame, on n'est pas parfait. Si, en tout cas, dans mon cas, ça se saurait si j'étais parfait. Vous non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Je suis déçu. Et vous là-bas non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a chacun une part d'ombre à l'intérieur de nous, et c'est normal, enfin, on n'est pas parfait, je dis plus rien, c'est comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, à part vous, non, lui est parfait. Bravo, voilà. Il y en a un. Ça se voit. Non, mais même Fourniret, qui est imparfait, qui est un monstre, et vous voyez, même le Van Joven dont je parlais, ou le Dino Scala. Prenez Dino Scala, sa fille au procès, elle a dit mon père, je n'ai connu que le bon côté de mon père. Donc c'est un monstre, 54 viols. Ce que je veux dire par là, moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'essaie de raconter, c'est cette part d'ombre qu'il y a dans chacun de mes personnages. Et c'est pour ça que mes romans ne sont pas tellement sanglants. Enfin, il n'y a pas de type qui se retrouve en croix dans une église et masculé ou comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, et en réalité, c'est parfois plus dur ce qui se passe dans la tête que de poignarder 50 fois quelqu'un. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et vraiment, j'ai fait pour vous dire quand même ma démarche personnelle, moi j'ai toujours été intéressé par les gens. Vraiment, quand j'étais grand reporter, j'ai quand même beaucoup tourné, et je me souviens que les papiers, et j'ai pas fait que des faits divers, j'ai fait des guerres, la chute du mur de Berlin, des tas de passant la Nouvelle-Calédonie, l'Intifada, enfin, et c'est marrant parce que bon, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. La plupart des papiers que je faisais, je partais souvent d'un individu, je racontais les faits à partir de l'expérience d'un individu. Souvent, mes papiers, c'était ça. Et vous savez, j'ai fait 2 livres. Un sur la prison de longue durée, chez Calman David, d'ailleurs, c'est en 89. Et je l'ai fait uniquement à base de témoignages de détenus que j'ai vus en prison. Il n'y a pas un psy, il n'y a pas un avocat qui parle dedans, c'est uniquement des témoignages de gens que j'ai rencontrés en prison à travers la détention de longue durée. J'ai été correspondant de Radio France dans les pays de l'Est au moment de la chute du communisme dans ces pays-là, jusqu'à la guerre en Yougoslavie. Et j'ai fait un livre sur la chute du communisme.
dans ces pays-là, c'est-à-dire de la Pologne à la Bulgarie, à l'Albanie, etc. Et, euh, et pareil, on pourrait faire un livre assez documenté avec des politologues, etc. Et moi, je l'ai fait uniquement à travers des personnages que j'ai rencontrés dans mes différents voyages. Donc c'est une série de portraits, ce livre-là, de gens que j'ai rencontrés et qui ont vécu à travers le prisme du passage du communisme, c'est-à-dire d'une économie aidée, où les gens n'étaient pas forcément malheureux. Ils vivaient ça comme une réalité, puis ils avaient un boulot, de l'argent, un peu des vacances, etc. Donc c'était pas non plus le goulag à la soviétique, c'était beaucoup plus soft en fait, hein. Et, mais je l'ai fait à travers des gens que j'ai rencontrés, et certains pour lesquels le passage du communisme, d'une économie communiste à une économie libérale a été un plus, et pour d'autres. Parler de votre nouveau roman, donc je suis Amélie Langlais. Alors le pitch, c'est donc Amélie, qui est une jeune fille de 17 ans qui réussit à s'enfuir après avoir été kidnappée 10 ans plus tôt. Donc le fait qu'elle revienne, donc c'est un miracle pour ses parents qui espéraient toujours qu'elle soit en vie. Mais quelques semaines plus tard, il y a une autre jeune fille qui prétend être aussi Amélie Langlais. Donc les parents se retrouvent coincés, enfin partagés entre ces deux filles. Et il y en a une qui doit mentir forcément. Donc l'idée, c'est que l'ADN des deux ne sert à rien. Voilà, parce qu'en fait, au départ avec Philippe, c'est l'idée qu'on voulait proposer à UGC et que finalement on a gardé pour nous, qui était l'idée de Martin Guerre aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire de Martin Guerre, ça a été un film avec Nathalie Baye, Depardieu et Depardieu, mais ça se passe au Moyen-Âge. Et il y a une guerre, c'est un guerrier qui revient, qui s'est dit « Je m'appelle Martin Guerre », comme il est parti 20 ans à la guerre. Sa femme l'accepte comme mari, et quelques semaines plus tard, un autre vient de la guerre, et c'est le vrai Martin Guerre qui revient. Et donc c'était le point de départ de notre réflexion. Sauf qu'effectivement, cette réflexion est compliquée à cause de l'ADN aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ADN, très vite, on sait laquelle, on prend l'ADN des parents et puis on regarde la gamine. Donc avec l'ADN, ça ne tient pas. Alors comment on a fait pour que ça tienne? On a trouvé... ça tient. Ça tient. Voilà, je vous assure, ça tient. On vous dira Je ne dis pas comment, parce que vous le verrez, mais ça tient. Non? Ah oui, Oui. vous ne voulez pas dire pourquoi? Si, je peux dire. Je peux dire parce qu'on le sait tout de suite, en fait. C'est très vite. Oui. Parce que sinon, il y a la résolution se ferait. Donc, on sait vite, c'est parce que la petite fille a été adoptée. Voilà. Donc, adoptée sous X, donc il n'y a pas de trace de la mère de la génitrice, de sa vraie mère, et il n'y a rien ils n'ont rien gardé de son pas de cheveux ni rien de sa, donc il n'y a pas de, l'ADN ne peut pas matcher. Donc, voilà. Il y a des jouets à air, rien, parce qu'en fait, il y a eu la maison avait brûlé aussi. Oui, en peu plus, de temps après. pour être sûr qu'il n'y a rien, à la maison. Quand même. Donc, non, mais on le sait dès le début, ça, voilà. Mais donc, voilà, on ne peut pas comparer avec. C'était la seule façon que ça tienne, parce que on sinon. peut pas comparer avec l'ADN des parents, voilà. C'est ça qui est. Et après, c'est vrai que dans le livre, il y a pas mal de personnages. Ce qui nous intéressait aussi, c'était les parents. Oui, c'est ça. Ils sont rongés par la culpabilité. Parce qu'ils sont. Surtout le père. Surtout le père. Enfin, si on enlève un enfant, le père, un peu comme le père d'Estelle Mouzin, il est très. Oui, qui sait, Estelle Mouzin, la petite fille qui a été enlevée, et dont le père est toujours motivé pour. Et on dit que c'est Fourniret qui l'a tué, enfin, d'après Monique Fourniret, c'est ce Fourniret qui l'aurait enlevé et qui l'aurait enterré dans le fameux château des Vosges. Le père, un peu comme le père d'Estelle Mouzin, il est extrêmement combatif. Il a été pendant toutes ces années combatif pour que la police n'abandonne pas la recherche de sa fille, etc. Sauf que, et quand la fille réapparaît, évidemment, il a retrouvé sa fille, et alors que la mère est un peu commence à douter. Après, mais vous savez, les histoires où il y a la force de notre couple, c'est qu'on en a gardé un couple uni.
et assez aimant. Alors que souvent les couples, d'ailleurs c'est le cas des parents d'Estelle Mouzin, Ouais, les quand il y a couples ont des explosé souvent quand un disparitions, drame oui. comme un enfant disparaît ou meurt, les couples disparaissent. Moi qui ai suivi l'affaire Grégory Oui. dans les conditions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vrai que la puissance de ce couple, c'est d'être resté toujours unis, d'avoir construit une vie derrière la mort de leur enfant. Ils ont construit une belle vie en fait, hein, objectivement. Et même quelque part, ce couple-là, on peut souhaiter à personne de perdre un enfant. Hein. Surtout cet enfant est dans les comme ça, conditions que ça s'est fait, ils ont tout vécu, quoi. C'est-à-dire les accusations, etc. Enfin, lui tuant celui qu'il considère comme l'assassin de son fils. Enfin, je veux dire qu'ils en ont. Et l'opprobre général un peu contre elle, etc. On en parle encore. Et malgré tout, ce couple, de cette épreuve terrible, ils ont été presque transcendés par cette épreuve. Ils en sont sortis humainement grandis. Vraiment, moi, je les vois. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont étonnamment Solide. si c'était pas arrivé, quelle aurait été leur vie? Et en réalité, ils ont de ce drame terrible, hein, parce que ils sont étonnants. Vraiment, je vous assure, elle surtout, elle a une présence incroyable. Ils n'ont jamais su. Et parce que quelque part, ils en avaient la puissance intérieure, parce qu'on ne peut pas devenir comme ça si on n'a pas à l'intérieur, on n'a pas ça. Mais ça a fait ce qui leur est arrivé, quelque part les a grandis. Ils n'auraient pas grandi s'ils étaient restés là-bas, je vous garantis. Et ils sont lui comme elle, ils sont étonnants. Et ils n'ont pas oublié le drame hein, qui leur est arrivé. L'enfant est toujours présent, mais avec ils ont 3 enfants, enfin, ils ont construit une vie, etc., qui ont réussi. Et ils ont eu la force de quitter les Vosges. Ils se sont éloignés, donc ils ont construit une vie à part en Seine-et-Marne, en lointaine banlieue parisienne. Et je pense que, sans oublier ce qui leur est arrivé, je pense qu'ils ont trouvé une forme de bonheur dans leur... Ils savent pas ce mais qu'il parce leur qu'ils sont grands-parents, parce qu'ils ont construit une vie, ils ont construit une belle vie, et l'enfant est toujours là, toujours présent dans leur tête. Donc vous Petite parenthèse intéressiez sur les parents, voilà, là aussi, j'en fais un couple qui, dans l'épreuve de la disparition d'enfants, parce que ce qui est terrible, quand un enfant disparaît, c'est qu'on se pose des questions. Et on n'a pas les réponses à ces questions. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que son cadavre repose quelque part? Est-ce qu'il est enlevé et qu'il grandit ailleurs? Vous savez, moi j'ai fait un livre, je peux faire une petite parenthèse encore, un livre qui s'appelle Hortense. Je ne sais pas si certains voilà. Vous l'avez vu? Et Hortense, c'est l'histoire d'une maman aussi, d'une mère. Et Hortense est inspirée d'une histoire vraie. Une histoire que j'avais suivie quand j'étais... c'est inspiré seulement. Hein. Quand j'étais journaliste à France Inter, j'avais suivi l'histoire de cette femme dont l'enfant, quand il a eu 2 ans et demi, avait été enlevé par son géniteur. Il l'avait quitté quand elle était enceinte de 6 mois. La petite fille a eu 2 ans et demi, il avait exigé avoir sa petite fille, elle l'avait repoussé. Comme il n'avait pas déclaré, etc., il n'avait aucun droit sur elle. Elle a menti, elle a dit c'est pas ta fille. Et il savait évidemment que c'était sa fille. Et un soir, ça c'est l'histoire vraie, hein, il a frappé, elle a ouvert, il a ligoté, il a assommé, il a ligoté une chaise et il a disparu. Il a attendu qu'elle se réveille. Il a dit tu ne la reverras jamais. Et effectivement, dans la vraie vie, parce que cette femme existe, elle s'appelle Catherine. Dans la vraie vie, elle n'a jamais revu sa fille. Et toute sa vie, elle a cherché sa fille. Toute sa vie. Elle a tout fait, même des émissions de télévision, de Bataille et Fontaine, des trucs comme ça, elle a tout fait pour essayer de retrouver sa fille. Celle de Pradel aussi, je ne sais pas comment ça s'appelait, Perdu de vue, des trucs comme ça. Elle a tout fait, elle s'est enchaînée. Enfin, et un jour, on a déjeuné ensemble, parce que moi,
toutes ces années, je l'appelais, je lui disais, Catherine, alors, où est-ce que vous en êtes? Vous cherchez toujours, vous l'avez trouvé? Elle m'a dit, s'il l'avait trouvé, je vous aurais appelé. Et on a déjeuné ensemble, ça je m'en souviens, elle m'a dit, j'abandonne, j'arrête. Toute ma vie, chez ma fille, je n'ai fait que ça. J'arrête. Et donc on en est resté là. Et quelques temps après, je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que vous m'autorisez à utiliser ce qui m'intéresse, c'est votre abnégation, enfin la façon dont vous avez consacré votre vie. Est-ce que vous acceptez que je m'en sers pour écrire un roman? Mais ce ne sera pas votre histoire, mais ce sera la fin, c'est pas son histoire. Hein. Dans le livre, c'est pas son histoire, mais c'est son histoire que je raconte sur cette volonté acharnée qu'elle a de retrouver sa fille. Elle m'a dit OK, donc j'ai fait celui qui s'appelle Hortense. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais il y a un autre livre aussi où je demandais l'autorisation, qui s'appelait Le carnet des rancunes. Excellent. Alors là, c'est l'autorisation à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un copain qui est l'ancien patron du 36. Et un soir, on dînait chez lui. Et au dessert, il a dit, il est sorti, il est revenu. Il a dit, regardez, ça c'est mon cahier des rancunes. J'ai marqué tous les noms des gens qui m'ont fait chier dans ma carrière. Il l'a mis en application. Dans le carnet que dans le sien. Et quelques temps après, pareil, je lui ai dit, mais ton histoire de carnet, ça m'intéresse, je cherche une idée de livre. Est-ce que tu me prêtes l'idée? Et il m'a dit, OK. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'avait pas monté son cahier des rancunes, j'aurais jamais écrit le carnet des rancunes. Le hasard. Le coup de bol. Enfin, en tout cas, j'ai fait un livre grâce à lui. Effectivement, il s'en foutait, il m'a donné l'autorisation. Évidemment, c'était plus compliqué pour la mère de la petite fille enlevée, quoi. Parce que ce qui est terrible pour elle, et contrairement à. C'est qu'elle. Tout le monde a la certitude que la petite fille est vivante. C'est une femme maintenant. Plus terrible Qu'elle n'a encore. pas. Parce que parfois, quand il y a des comme ça dans des couples se déchirent, il arrive que le père enlève l'enfant et tue l'enfant et éventuellement tente de se suicider. Souvent, il rate sur son suicide. Mais souvent, ça se passe comme ça. Dans le cas précis, on sait qu'ils sont vivants parce qu'on a retrouvé leurs traces à plusieurs endroits. Parce que ça a été considéré comme un enlèvement d'enfants. Donc la police a travaillé sur un enlèvement d'enfants. On a même retrouvé leurs traces en Martinique, en Belgique, en Martinique. On sait qu'ils sont passés là. Et lui-même a coupé les ponts totalement avec sa famille. Donc, non, il y a des destins qui sortent de l'ordinaire. Donc, quand je vous dis que je m'intéresse aux gens, c'est vrai que je m'intéresse plutôt à ce genre de destin. Après, Ce qui est fort de votre part, c'est que les deux jeunes filles qui revendiquent la même identité, donc Amélie Langlais, eh bien, tout le monde se retrouve en plein doute. Aussi bien la famille que les enquêteurs, que les lecteurs. Donc, parce que votre enquête repose sur le seul témoignage des jeunes filles. Oui, sur leurs souvenirs. En fait, Oui. les seules choses qui peuvent Les souvenirs puisqu'il n'y a pas d'enfance avant d'ADN, leur c'est enlèvement. le récit qu'elles peuvent faire l'une ou l'autre des Ce qu'elles moments se qu'elles ont rappellent. vécus en détention, Ouais. puisqu'elles ont été enlevées, enfin elles ont été enlevées, enfin en détention entre guillemets, et surtout la vie, quand des souvenirs qu'elles ont de la vie enfant, avec des parents. Bah oui. Et une a vraiment des souvenirs très précis, l'autre un peu moins. Donc ce qui fait qu'on oscille aussi quand même dans le roman entre Oui, l'une et on l'autre, doute, parce que donc, celle qu'on pense peut pas être la bonne, tiens, oui. c'est celle-là qui a À un moment, on qui a les penche pour souvenirs les l'une. plus précis. Et... Donc, hein. À un moment, on penche pour l'une et à un moment, on penche pour l'autre. Non, c'est le comme principe ça du qu'ils ont balancier en fait. fait. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. Laquelle, il faut au moment que le balancier s'arrête. Il s'arrête, je sais pas combien. Et puis, alors donc, vous mettez en scène une enquêtrice aussi. C'est assez rare chez vous d'utiliser une femme gendarme pour Alors, mener l'enquête. ça m'est arrivé Oui. 2 fois en fait, dans des romans précédents, où l'enquêtrice, mais à chaque fois c'était vraiment
c'était vraiment des méchantes. Enfin, plutôt, c'était pas à leur, un peu à leur décharge. Ah oui. Dans les deux livres où il y avait les enquêtrices. Là, Oui. là, elle est vraiment sympa. Oui. Elle est Parce que, vraiment sympa. Et alors, pourquoi une femme? Oui. Parce que dans ce. On a pensé avec Philippe que c'était mieux au niveau de la sensibilité. Comme elle avait affaire à des jeunes filles qui avaient chacune leur propre histoire, on a cru peut-être que c'est un peu idiot, mais on a cru que la sensibilité aurait été. Qu'il y avait plus d'affinité entre une femme avec des jeunes filles que si c'était un enquêteur, qui aurait été notamment un gendarme. Les gendarmes sont quand même très militaires dans la façon de mener leur. Là, on a voulu quelqu'un avec une sensibilité, avec des enfants, etc. Donc, c'est ce qu'on a voulu. Ça, c'est un choix délibéré d'avoir une enquêtrice Oui. sympa, enfin, elle aussi avec des fêlures. Hein, fallait pas, mais on évite aussi les enquêteurs. Il y a trop de romans où les enquêteurs ils souffrent de leurs conditions d'enquêteurs. Donc Oui, on ne devient veut pas ça non plus. cliché, oui. Non, enfin, je trouve c'est. Donc je dis pas que c'est pas bien, hein, ça c'est. Mais souvent ils ont des fêlures, des cassures profondes qui peuvent se comprendre. Le métier de flic, c'est un métier difficile. Hein, c'est un métier où on est confronté à la violence, à des situations extrêmement dramatiques, etc. Donc il faut avoir quand même souvent le cœur bien accroché pour affronter ce qu'on peut voir quoi, sur des enquêtes criminelles. Donc ça peut se comprendre qu'au bout d'un moment, ça ait des conséquences sur le psychisme des hommes qui sont confrontés à ça. Hein. Un flic, c'est un homme. Hein. Donc il est confronté à des situations familiales qui sont terribles. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir des fêlures, mais on n'a pas voulu ça dans notre roman. Vous étiez déjà intéressé au thème du double avec les deux gouttes d'eau. C'était deux frères jumeaux en fait qu'on n'arrive pas à différencier et ils souffrent d'une maladie génétique. Ouais. Donc là, Voilà, justement. là, il y avait le problème de l'ADN aussi là, avec Alors, enfin l'empreinte d'absence, l'empreinte digitale. parce que là, c'est un roman qui s'appelle Deux gouttes d'eau et qui est l'histoire de deux jumeaux. On sait que c'est l'un des deux qui a commis le crime parce qu'une caméra de surveillance à la scène comme le voit sortir et le voit jeter le couteau qui a tué dans le caniveau, dans une bouche d'égout. Donc c'est forcément lui qui a commis le crime, sauf que celui qui est arrêté dit c'est pour moi qui ai tué, c'est mon frère jumeau. Et le frère jumeau dit c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Et juste alors, je veux dire deux choses. La première, c'est comment est née l'idée. Pareil, un peu le hasard. Hein. Je lisais dans le Parisien, il y avait un tout petit entrefilet qui en gros mettait en exergue la particularité de la justice américaine. Parce qu'il y avait une bagarre aux États-Unis entre deux bandes rivales à Philadelphie, qui avait été filmée par une caméra de surveillance. Et on voit très bien qui donne le coup de couteau. Sauf que celui qui a donné le couteau d'eau, un peu comme dans mon roman, dit c'est pas moi, c'est mon frère. Et le frère dit c'est pas moi, c'est l'autre. Et c'était le papier du Parisien, disait la justice a été incapable de les départager et donc les a acquittés tous les deux. Donc c'est très particulier. Hein. Il n'y a qu'aux États-Unis que ça peut se passer ce genre donc c'est en voyant ça que j'ai eu l'idée de faire mes histoires de jumeaux. Et après, c'est quand j'ai rendu mon manuscrit à mon éditeur, il m'a dit bon, ça va, il y a juste un problème, c'est que tu as un problème d'empreinte digitale. Et les jumeaux, ils ont le même ADN, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Et donc, c'est un problème. Un peu comme moi j'ai un comme l'ADN, pareil. Donc si je veux tuer, je peux. Et je vous assure, là, j'ai eu un coup de bol incroyable. Je suis allé sur Internet et j'ai vu le nom d'une spécialiste des mains. Alors, un médecin qui est spécialiste des mains. Parce que, par exemple, juste une petite parenthèse, les migrants, souvent pour ne pas être identifiés, se brûlent les phalanges sur des poêles brûlantes pour effacer les phalanges. Mais sauf que les empreintes digitales repoussent.
Au bout de 6 mois, les empreintes digitales repoussent à l'identique, en fait. Si vous brûlez les mains, sauf si vous les cramez, donc c'est couper la main. Mais eux ont ce subterfuge de se brûler les phalanges pour pas avoir à donner leur. Et donc je vois le nom de ces spécialistes, et je ne sais plus à quel hôpital, je crois que c'est à Salpêtrière. J'appelle son service et je tombe sur sa secrétaire. Et je lui explique très rapidement. Elle me dit très bien, mais écoutez, je vous donne son numéro de portable. Bon, le coup de bol, hein, parce que généralement on vous dit laissez, on vous rappellera, en fait ça paraît normal. Et j'appelle, elle me dit oui, écoutez, je me gare, je suis en train de conduire, je me gare. Dans la foulée, hein, ça s'est passé en 3 minutes. Et elle m'a donné la solution aux empreintes digitales. C'est une maladie auto-immune qui existe, qui fait que des gens n'ont pas d'empreinte digitale. Ça Le existe. coup de bol, je veux dire. Sinon, il fallait que je repense tout mon livre. Ça s'appelle la Et vraiment, mais ça, j'ai eu la solution en 3 minutes. la dermatoglyphie, c'est ça? Donc, le coup de bol, quoi. Comme quoi ça arrive, le coup de bol. Glyphie. Donc, voilà. La dermatoglyphie, c'est ça? Pardon? La dermatoglyphie. Ouais, je me souviens même plus du nom. Je me souviens plus du nom. Voilà. Et donc, il est aussi question d'empreinte digitale dans votre roman précédent. C'est le grand test aussi. Ouais. Donc, on peut en parler brièvement là, parce que après vous avez peut-être d'autres questions. Dans le grand test, en fait, c'est tout un village qui. Il y a le notable du village qui est retrouvé assassiné, le crâne fracassé, et on retrouve l'arme du crime avec une empreinte sur l'arme du crime. Voilà. Et, Donc, alors, on trouve une. Alors, pourquoi non? Parce que. Alors, je vais essayer de mettre les choses. Ça arrive souvent que quand les enquêteurs piétinent, mais qu'ils ont à peu près qui sont persuadés que le criminel Se font est voir. dans un cercle restreint, par exemple un village comme ça, où toute la population passe un test ADN, généralement. Alors là, c'est les empreintes digitales. Ça arrive souvent parce que l'ADN a été retrouvé sur l'arme du crime. Ce sont simplement les gens qu'ils ont interpellés par le passé, qu'ils ont mis en examen, enfin, pas mis en garde à vue, pardon, et, ont un alibi, ça ne peut pas être. Donc au bout d'un moment, ils se disent, mais c'est sûr, il est dans le coin, donc on fait passer tout le monde au test ADN. Alors pourquoi j'ai pas pris l'ADN? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand une population passe au test ADN, ça dure entre le moment où on donne son ADN et le moment où il est analysé, surtout s'il y a eu 1 millier de personnes, ça prend du temps. Et moi, je voulais qu'on ait le résultat tout de suite. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est que c'est l'histoire de 3 amis depuis l'enfance, 2 garçons et une fille, dont on sait qu'ils ont manipulé l'âme du crime, que leur empreinte digitale est sur l'arme du crime. Parce que c'est pas un assassinat, c'est un meurtre. C'est-à-dire, il n'y a pas de préméditation dans leur histoire. Et autant les empreintes digitales, qu'elles soient masculines ou féminines, n'ont pas de sexe, on va dire, alors l'ADN a un sexe. C'est-à-dire l'ADN féminin est différent de l'ADN masculin. Donc, comme je voulais que les 3 puissent être soupçonnés, parce qu'ils ont tous, touché l'arme du crime, enfin touché ce qui a permis d'assommer la personne en question. Et donc, comme je voulais qu'il y ait une fille dans le trio, donc j'ai pris l'empreinte digitale. C'est pour ça qu'il y a une empreinte digitale là-dessus. Voilà. un grand test. Mais Ça se fait. Et comme toujours dans mes romans, moi j'aime bien un rebondissement de fin. Et donc là aussi, il y a un rebondissement de fin. Voilà. Ouais, c'est vrai que votre marque de fabrique, vous avez relevé l'humour noir, l'écriture limpide, les intrigues machiavéliques et le retournement final. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, il y a une nouvelle un recueil de nouvelles qui est sorti chez Récamier sur l'amour.
qui est sorti pour le 14, pour la Saint-Valentin. pour la Saint-Valentin. Et ils m'ont dit d'écrire une nouvelle sur l'amour fou. Donc moi, je racontais une histoire d'amour fou entre un vieux monsieur et une vieille dame qui voulait, qui avait décidé de mourir, qui avait fait la promesse de mourir à 100 ans et qui allait mourir à l'âge de 100 ans. Donc j'ai rendu ma nouvelle, ils m'ont dit elle est nulle ta nouvelle, il n'y a pas ton rebondissement de fin. Et donc pareil, là j'ai trouvé un rebondissement de fin. Et là ils l'ont trouvé super. Donc ça a été. C'est ce qui fait le plus. Donc il nous faut une espèce de marque de fabrique. oui. Maintenant, c'est trop facile maintenant de savoir que ça. Il faut que j'en fasse pas maintenant. Voilà. Vous avez peut-être des questions à poser à Jacques Expert? Votre prochain, donc, vous l'avez écrit tout seul. Pardon? Et vous allez réécrire un livre avec Philippe Balland ou c'est pas prévu? Je sais pas. Peut-être, on a très envie. Après, il faut que notre éditeur ait envie aussi. Mhm. Idéalement, maintenant, j'ai envie de faire un livre tout seul une année, un livre à deux l'année suivante. Avancer comme ça, peut-être. Mais je sais pas, on verra. Parce que, objectivement, les idées, c'est pas ce qui manque. C'est bien. Bien sûr, je calcule, il va falloir que je livre jusqu'à au moins 150. Ah. 150 ans pour arriver à Vous tout ne faire. manquez pas d'idées. Donc, Ouais. je vais vendre mon patrimoine, en fait. Ce que j'aime pas dans des romans, que ce soit des polars, notamment des polars, c'est quand la fin est trop facile. Donc, parfois, il y a des intrigues super bien menées, puis à la fin, on se dit merde, pas tout ça pour ça. Exact. Et vraiment, moi, je cherche vraiment à ce que ce soit crédible du début à la fin. Même pour l'ADN, qui était vraiment la question, quand vous le lisez, c'est crédible. Vous voyez. Et d'ailleurs, quand mes romans concernent la police, j'ai un copain, pas celui du carnet Rancune, mais un autre, qui relit systématiquement mes romans pour qu'il n'y ait pas d'erreur de procédure. Là, dans Hortense, il y a tout plein de PV. La rédaction des PV, c'est exactement une rédaction telle qu'un flic l'écrirait, quoi. Alors que je ne sais pas exactement comme ça que j'avais fait. Il a vraiment. Donc, j'évite. Celui-là, c'est une avocate qui l'a lu, par exemple. J'essaie de faire relire pour pas qu'il y ait de. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Après, nul n'est parfait, mais en tout cas, j'essaie d'avoir une rigueur à ce niveau-là. Voilà. Donc, en tout cas, dans le cas précis, je pense que ça peut être difficile. Après, tous les auteurs que je connais qui écrivent à deux disent que c'est pas très compliqué, il suffit de bien s'entendre. Il y a par exemple, comment il s'appelle, le type qui font sur les Illuminati, là. Giacometti Raven. Vous Giacometti voyez, Raven. oui, ça se passe très bien. Après, ils ont chacun un rôle bien défini. Il y en a un qui est plutôt sur la documentation, et l'autre est plutôt sur l'écriture, c'est leur façon de faire. Il y a un autre couple qui s'appelle. Thomas Larsejac. Bon, il y a ça, je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais il y a un couple qui a fait des livres, peut-être lu le livre qui s'appelle Alabama, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Ah oui, Oui, Manchette Manchette et et Niémec. Ouais. Manchette, oui. Ben, eux, par exemple, ils écrivent côte à côte. Vraiment, à un moment, c'est l'un a le clavier, en face c'est l'autre, et puis ils inventent les phrases au fur et à mesure où ils écrivent. Ouais. Ils sont vraiment, ils m'ont raconté. Et donc, vous voyez, chacun a son. Hugues et Camus qui écrivent aussi à deux. Oui, C'est c'est un un couple. homme et une femme, ils sont en couple, et ben, ils sont mariés. Et ils font un peu comme nous, ils se partagent, ils font un plan précis, ils se partagent Ah oui. le texte, enfin, ils se Ça partagent la peut, quantité. ouais, ça ne Quoi. peut marcher qu'avec un plan, du coup, vous pensez? À deux, ça peut marcher qu'avec un plan. D'accord. Enfin, c'est Donc, impossible ouais, autrement. donc là, vous changez vos habitudes, là. Oui, après, bon, c'est pas. Non, parce que. Après, Avec le nom qu'il a, même si on a le Il peut pas se même tromper. si on a le plan, on, Vous changez les choses. on change un peu, quoi. Enfin, on peut, Ouais. on C'est donne comme- plus comme la d'importance fin. à un personnage. Mais vous savez, par exemple, il y a un roman qui s'appelle Le jour de ma mort. Et
Eh pour oui. vous dire comment les choses peuvent évoluer en cours d'écriture. Et sur la couverture, il y a 28 octobre. Ouais, Parce que c'est le jour éventuel. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille à 1h du matin en se disant merde, c'est le jour où on m'a prédit que j'allais mourir aujourd'hui. Donc avec elle tombe dans une un paranoïa voyant, en disant je vais mourir, etc. elle a 24 Bon, heures. alors pour évidemment, j'ai passer mis la journée. il y a un serial killer qui rôde dans la ville, donc elle dit, quand elle entend un bruit, elle dit c'est lui. Donc il y a toute une mécanique qui se met en place comme ça. Et l'histoire du 28 octobre, qui est essentielle dans le roman, vraiment, je ne l'avais pas imaginé au début. Et toute la force, en tout cas l'intérêt du roman, il repose sur cette date, que ce soit le 28 octobre. C'est 28 octobre. Donc, et ça, je n'avais pas pensé, Mais c'est en en plus, écrivant que je l'ai c'est- trouvé. ouais, mais le 28 octobre, c'est sur la couverture, en fait. Ouais, C'est ouais. pas le titre du livre. Non, c'est pas le titre du livre. Le titre s'appelle Le C'est jour de un ma indice, mort. ouais. Ouais. Et pour vous dire que les choses évoluent en cours d'écriture. Et pareil, dans celui-là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des personnages qu'on pense à permettre qui ont pris vraiment de l'importance. Par exemple, il y a le psy qui est là. Au début, il avait juste un rôle d'accompagnement, mais pas très important. Et là, il est quand même important aussi là-dedans pour analyser le caractère des deux petites filles qui ont été enlevées. Donc c'est Très bien. Et ça se passe dans quelle région? Ça se passe dans quelle région, Ça se madame? passe dans quelle région? alors, Le ça se livre, passe je me suis amélioré. dans deux régions, on va dire. En Vendée. Ça se passe au Sable d'Olonne, Mm. sur la côte atlantique. C'est là que la petite fille a été enlevée. Et ça se passe en gros dans le Cantal et dans cette région-là et dans le Cher, pour l'endroit où, en gros, où l'enquête est menée. Parce que c'est par là que dans ce coin-là, que les jeunes filles ont été enlevées, séquestrées pendant toutes ces années. Donc c'est en gros dans deux régions. Et le Grand Est, ça se passe en Sologne. Et le Grand Est, ça se passe en Sologne, dans Un petit village que vous avez imaginé. Oui, parce que c'est un coin que je connais, la Sologne, Enfin, parce que ma belle-mère habite dans le village qui est là. Sauf que j'ai changé le nom du village. Le vrai village s'appelle Aubigny-sur-Ner, et là il s'appelle Savenne-sur-Ner. Mais ça ressemble pas mal à ce village-là, mais j'ai pas voulu. Oui, Je pouvais pas. on va avoir des ennuis. C'est un peu compliqué, mais en tout cas l'ambiance est là. Donc même la taille du village Ouais. est un peu c'est un village de 1000 ou 2000 habitants, un truc comme ça. Donc j'ai voulu mettre là. C'est comme mes livres en plus, il n'y a pas de héros récurrent. Il y a à chaque fois une histoire différente, donc je ne suis pas obligé d'être toujours avec le même, Bah oui, le même choix, le même flic enquêteur. au même endroit, quoi, qui mène les mêmes enquêtes. Parce que vous prenez Capitaine Marlowe, ce qu'elle fait, c'est impossible. Oui. Impossible. Ouais. Parce qu'une fois elle est dans le nord, une fois. Voilà. Donc ça, c'est. Ça, vous voyez, j'aurais pas fait. Ah bah oui, je m'en doute. Vous savez, il tourne. Le Capitaine Marlowe, c'est le meilleur truc économique qui soit. Oui, c'est vrai. Une fiction pour la télé, c'est entre 3 et 4 semaines. Et le Capitaine Marlowe, c'est 15 jours. Pas plus. Le tournage. Ouais, ouais. 15 jours. Alors là, vraiment, comment ça s'appelle José Dayan, qui est la réalisatrice. Ouais, je vous ai donné. C'est fait pas deux prises. Si une prise est bonne, hop, c'est bon, on refait pas. Donc, et donc, économiquement, c'est un. Mais par exemple, dans un, il y avait Isabelle Adjani qui sortait de 20 ans de coma. Parce que souvent, il y a une vedette comme ça qui est. Il Il y a toujours une vedette. Alors, si vous l'avez vu, Isabelle Adjani, 20 ans de coma, son seul problème, elle n'avait aucun problème d'élocution. Elle claudiquait un peu de la jambe, un tout petit peu. Je suis pas sûr que sortir d'un temps de coma, on a juste un petit problème à la jambe. On sait jamais. Mais ça, on s'en fout. Oui, en tant qu'auteur de polar, vous relevez des invraisemblances.
Celle-là, quand même, c'est pas être autour de polar pour ça. Mais après, ça cartonne. Donc, pourquoi il s'emmerde tourner en 3 semaines, ce qui marche le mieux. Vous êtes amateur lecteur de polar. Quels sont les auteurs que vous lisez? Alors, j'avais lu Michael Connelly chez les Américains. en fait, la question est assez difficile. Oui. Parce que, à part des autres, et encore, par exemple, j'aime bien Simenon, par exemple. Mais par exemple, j'aime pas, je suis pas très fan de Maigret. Oui, les autres romans. Sans Enfin, Maigret. désolé. Forcé. Parfait, vous voyez. Et, C'est un classique. Pardon. en revanche, Simenon, il a fait aussi des livres où il n'y a pas Maigret, où ce sont des genre l'escalier de fer ou le chat ou des trucs comme ça, que je trouve vraiment remarquables, franchement. Donc, si vous demandez à un auteur, je pense à Simenon. Après, c'est plus des romans que des auteurs. D'accord. Je sais pas que, par exemple, Michael Connelly, je trouve que tous ces romans il y en a qui sont super et d'autres qui sont moins bien. Oui, Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ellory, R.J. Ellory. Il y en a qui sont extraordinaires dans ces romans, et il y en a d'autres qui m'ont déçu. Donc je peux pas le citer d'un bloc, Les romans. mais même les gens qui m'apprécient, ils n'aiment pas forcément tous mes livres. Donc c'est normal, enfin, je veux dire, c'est un peu normal, quoi. Et après, c'est vraiment il y a un auteur que j'aime, mais il n'a pas fait beaucoup de livres, donc j'en ai eu que 2 de lui. C'est en polar, un auteur qui s'appelle David Joy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, chez Sonatine. C'est chez Sonatine. Ouais. Et c'est bon sur l'Amérique profonde, vous savez, l'Amérique des mobilhommes, etc. Comment il s'appelle? David Joy. J-O-Y. Joy comme Joy. Ouais. mais pour finir, une anecdote de mobilhomme. On finit sur une anecdote de mobilhomme parce qu'elle est intéressante. Il y a, vous avez entendu parler de Bagdad Café. Oui, bien sûr. Et Bagdad Café, c'est dans l'Ouest américain, etc. Absolument. C'est sur la route 66 en fait. Oui. Et Bagdad Café, si vous y allez, c'est plus le film. Moi, j'y suis allé, donc je peux vous raconter. C'est plus du tout ça. Ça tombe un peu en décrépitude. Il n'y a que des ivrognes là-dedans et des gens qui vivent dans des mobilhomes dans le désert autour. C'était déjà un peu homeless, ça, quoi, quand pour la même, non? plupart. Si mon souvenir est bon. Et quand j'y suis allé, vraiment l'histoire est vraie, hein, vous pouvez me croire. Il y avait une dame qui était là, et c'est le mec au bar qui nous a parlé d'elle, et donc on est effectivement allé la voir. Cette dame, elle vient passer, elle prend un mobilhome là, elle vient de Washington, je sais pas, Washington ou New York, pas vraiment de l'Est des États-Unis, et elle vient passer un mois là, où elle creuse dans le désert, avec une pelle. Pour chercher des. Parce qu'elle est convaincue que sa fille a été tuée et enterrée dans le coin. Donc ça se passe à Bagdad Café. Là où il y a le film. Donc c'est l'histoire de mobilhome, je pense que c'est à cause de David Joy. Et elle cherche, elle a pas quand on y était, elle n'avait toujours pas trouvé sa fille. Mais bon, le désert, il est ce désert. Ça peut donner l'idée d'un roman, ça. Oui, non, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Mais bon. Il faut marcher, vraiment, Très bien. Voilà. Merci. Merci. Donc les personnes